Ça a l'air super simple sur TikTok. Ils en parlent comme si c'était vraiment la chose la plus facile à faire. Mais il s'agit quand même de l'achat le plus important que tu vas faire dans ta vie. C'est acheter ton premier bien immobilier. Dans ces vidéos, je vais te dire 5 choses que tu dois absolument faire pour t'assurer de faire un bon achat. 5 choses qui vont te permettre de t'éviter de faire des erreurs coûteuses. 5 choses qui vont te permettre d'acheter le bon bien pour pouvoir ensuite en acheter d'autres par la suite. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et comme tout le monde, j'ai commencé par ma première propriété où est-ce que j'ai fait énormément d'erreurs. Dans ces vidéos, je vais te dire les 5 choses que tu dois faire avant de faire ta première acquisition. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. La dernière stratégie que je vais te partager, un peu contre-intuitive, mais c'est la plus importante. Tout d'abord, si tu es nouveau sur ma chaîne, sache que j'organise un événement une fois par mois dans lequel je vais beaucoup plus loin dans ces stratégies, dans lesquelles je te dis exactement ce que tu dois faire, étape par étape, pour être en mesure de réussir à faire ta première acquisition. Si c'est des choses qui t'intéressent, je t'invite à regarder dans la barre de description pour t'inscrire à un événement totalement gratuit. L'immobilier est quelque chose d'assez simple, mais qui demande quand même énormément de connaissances. Et malheureusement, avec tous les shows télévisés qu'on a aujourd'hui, flip ou flop, rénovation extrême, tous ces shows, on a l'impression que c'est quelque chose de très simple. Tout le monde en parle comme s'il s'agissait d'acheter une pomme au magasin ou d'acheter une voiture chez le dealer. C'est quand même l'achat le plus important que tu seras amené à faire dans ta vie. Surtout si tu investis au Canada, ta première acquisition va littéralement définir ton futur financier. Ta première acquisition est celle qui va te permettre de faire celle d'après. Alors, il est extrêmement important de bien réussir à faire cette première acquisition en faisant les 5 choses suivantes. La première chose que tu dois faire, c'est absolument définir ta capacité d'emprunt. Contrairement à d'autres pays où est-ce qu'on va plutôt commencer par trouver un bien et ensuite passer par la case banque, au Canada, c'est totalement l'inverse. Tu dois absolument passer par la case banque pour définir ta capacité d'emprunt et ensuite, maintenant, tu peux aller sur le terrain. Il ne sert strictement à rien d'aller sur le terrain si tu n'as pas défini ta capacité d'emprunt, mais surtout si tu n'es pas allé chercher ce qu'on appelle une préapprobation bancaire. Une préapprobation bancaire, c'est un document officiel dans lequel la banque s'engage à te suivre jusqu'à un certain montant qui ultimement est ta capacité d'emprunt. C'est la première chose que tu dois faire et tu ne seras même pas pris au sérieux par les courtiers, par les vendeurs si tu n'as pas ce document. Alors, la première chose à faire, passe par la case banque. Deuxième chose que tu dois faire, c'est choisir le type de bien que tu veux acheter. Contrairement à d'autres pays, on a ici accès à une panoplie de biens, à savoir que ce soit ce que j'appelle le petit résidentiel, la maison, le condo, ou bien encore les petits plex, un duplex, un triplex, un quadruplex, ou encore le gros multilogement, ou encore d'autres types de propriétés, comme ce qui peut être de l'industriel, comme ce qui peut être du chalet locatif. Je dirais que la première chose que tu dois faire, c'est être très clair sur le type de bien que tu veux acheter. Ça va te permettre par la suite de faire la troisième étape dont je parlais tout à l'heure, mais il te faut absolument être très clair. Pourquoi? Si tu n'as pas cette information-là, tu vas te retrouver à passer de bien à type de bien, ta recherche ne sera pas efficace. Tu dois commencer par définir le type de bien que tu veux acheter. Personnellement, j'ai une grosse préférence pour les petits plex parce qu'il permet de faire une de mes stratégies favorites qu'on appelle du house hacking, ce qui consiste à vivre dans un bâtiment tout en ayant des locataires. Et là, on parle d'un petit plex, donc tu peux vivre au rez-de-chaussée, louer le haut. L'avantage de vivre au rez-de-chaussée, c'est que tu te verses un loyer à toi-même au lieu de le donner à un propriétaire. Et l'autre avantage, c'est qu'en parallèle, tu collectes des loyers en haut qui viennent d'un locataire. Contrairement à d'autres pays où est-ce qu'on te dira que tu ne devrais jamais acheter ta résidence principale, je pense tout le contraire. Tous les mois, tu donnes l'argent qui sert à rembourser l'hypothèque de quelqu'un d'autre, c'est-à-dire ton propriétaire. Alors, il est préférable que tu deviennes ton propre propriétaire, que tu te verses ce montant à toi-même et qu'en parallèle, tu sois en train de cotiser, de faire de l'épargne pour toi-même. Donc, la meilleure chose à faire, c'est vraiment du house hacking, acheter une propriété qui est locative dans laquelle tu peux habiter afin de commencer à collecter des loyers, mais aussi à commencer à te payer à toi-même ton loyer. Bien sûr, avant d'aller vers ce type de bien, tout dépend de ta capacité d'emprunt. Donc, à nouveau, très important. Première étape, capacité d'emprunt. Deuxième étape, définir le type de bien. Troisième élément que tu dois faire, c'est définir la localisation et choisir l'endroit où tu veux investir est l'une des choses les plus importantes que tu feras en immobilier. On dit souvent qu'en immobilier, le plus important, c'est location, location, location. Et c'est exactement ça. Tu veux choisir un secteur qui est en croissance. Croissance dans le sens où les revenus moyens des gens qui habitent dans ce secteur va vers le haut. Croissance dans le sens où est-ce que la population, le volume de personnes qui habitent dans le secteur va vers le haut. Tu ne veux pas investir dans une ville où est-ce que tout le monde s'en va. Parce que qui dit moins de personnes, dit moins de pression sur les loyers vers le haut. Qui dit moins de pression vers les loyers vers le haut, dit des valeurs de tes bâtiments qui vont vers le bas. Donc tu veux choisir une ville qui est en croissance d'un point de vue démographique. Choisir une ville ou un quartier ou un secteur qui est en croissance d'un point de vue revenu des ménages.
Tu veux choisir un secteur qui est en croissance d'un point de vue valeur des propriétés et tu veux choisir un secteur qui est en croissance d'un point de vue valeur locative. Tous ces éléments vont avoir comme par exemple comme conséquence que les taux d'inoccupation dans ce secteur-là doivent aller vers le bas, c'est-à-dire qu'il y a tellement de monde qui veulent habiter dans ce secteur qu'il y a de moins en moins de logements disponibles, ce qui veut dire que ton taux d'inoccupation est en train de réduire, d'aller vers le bas, mais aussi qui veut dire que tes valeurs locatives sont en train d'aller vers le haut, ce qui est l'objectif ultimement. Un autre élément que tu vas regarder dans ta localisation, c'est de choisir un secteur qui montre des signes de croissance forte dans les années à venir. Comment est-ce qu'on fait ça? Il faut que tu trouves un secteur où est-ce qu'il y a des projets qui vont ramener du monde. Que ce soit un métro, par exemple, ou un tramway. Des gens qui, naturellement, ne seraient pas allés vivre dans ce secteur-là parce qu'ils trouvent qu'ils sont un peu loin. Le fait de savoir qu'il y a un tramway ou qu'il y a un métro qui va y arriver, une station, ça veut dire que ça va les rapprocher finalement de leur lieu de travail. Et donc, ça va donner une raison supplémentaire aux gens de déménager dans le secteur. Ce que ça fait en général, ce genre de choses, c'est que ça va pousser les prix vers le haut. Tu veux choisir un secteur où est-ce qu'il y a une nouvelle école qui va être créée, où est-ce qu'il y a une nouvelle épicerie, où est-ce qu'il y a un événement, que ce soit dans le transport ou dans la construction neuve, ou bien une nouvelle compagnie qui vient s'installer. Ce sont des éléments qui auront pour conséquence de pousser les prix vers le haut, aussi bien la valeur locative que la valeur de ton bâtiment. Et ultimement, c'est ce que tu veux. Tu veux choisir un secteur qui est porteur, dans lequel la valeur de ton bien va aller vers le haut, parce qu'il y a une demande supplémentaire dans le secteur. On n'a pas une boule de cristal. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est vraiment regarder ce qu'on appelle les fondamentaux, back to basics, des éléments qui font que la probabilité que le marché dans lequel tu investis aille vers le haut, dans le bon sens, est forte. Quatrième chose que tu dois absolument faire, c'est te former. Et je sais que tu dois souvent l'entendre sur Internet, formation. Tout le monde dit des fois que c'est du scam, que c'est du vol. La réalité est la suivante. Tu n'arriveras à rien accomplir dans ta vie si tu ne vas pas chercher l'éducation qui va avec. On parle aujourd'hui d'acheter la chose qui va te coûter le plus cher. Une maison ou un bâtiment ou un plex, c'est 500 000, 400 000. Je doute que tu aies déjà acheté autre chose dans ta vie qui t'ait coûté 400 000. Alors, si tu as jugé utile d'aller chercher une éducation pour être en mesure d'avoir un boulot qui te paye 50 ou 100 000 par an, il est aberrant pour moi que tu essaies de te lancer dans un domaine aussi complexe que l'immobilier sans aller chercher l'éducation qui est requise. Et là, je parlais particulièrement à une population qui est proche de moi, qui est la communauté noire. Comment se fait-il que ce soit ceux qui ont le moins d'éducation qui trouvent que ceux qui proposent des formations sont des scammers? Ce qui nous manque vraiment en Afrique, ce qui nous manque dans les populations noires, ce qui nous manque chez les immigrants, par exemple, qui vivent au Canada, c'est l'éducation. C'est cette éducation qui fait la différence. Toutes les fois dans ma vie où j'ai été en mesure de faire un jump, que ce soit de passer du petit plex vers du gros plex, ou du gros plex vers du terrain neuf, ça a été parce que je suis allé chercher une éducation. Même mieux, toutes les fois où j'ai fait des jumps dans ma vie professionnelle, c'est parce que je suis allé chercher une éducation. Je me souviens encore quand je suis arrivé au Canada, ce qui a fait la différence, qui fait qu'en 2 mois, j'ai trouvé du travail, c'est parce que j'avais une certification. J'avais investi quand j'étais en France pour aller chercher une certification PMP qui m'a permis, une fois arrivé ici, de rapidement trouver du travail. Alors, il est aberrant de constater que nos gens ne veulent pas investir dans de la formation pour pouvoir progresser. Je vous le dis, si vous n'investissez pas dans la formation, si vous n'investissez pas ultimement en vous pour aller chercher les compétences, votre vie sera toujours la même. La différence entre ceux qui font beaucoup d'argent et ceux qui en font peu, c'est les skill sets, c'est les compétences. Et les compétences, comment on les acquiert à travers de la formation. Pour moi, il est aberrant de vouloir se lancer en immobilier de façon sérieuse si vous n'allez pas vous former. Et il est aberrant de vouloir faire sa première acquisition sans se former. Pourquoi? Vous allez simplement répéter les mêmes erreurs que ceux qui sont déjà passés par là avant vous ont fait. C'est un peu dommage. Il est primordial d'aller chercher l'éducation pour être en mesure de choisir le bon secteur, pour être en mesure de choisir le bon type de bien, pour être en mesure d'analyser correctement le bien, pour être en mesure d'analyser les fondamentaux qui font que le bien va aller vers le haut et non vers le bas. Et donc, à ce titre-là, il est primordial d'aller chercher l'éducation parce que sans éducation, il n'y a pas de solution. Sans éducation, il n'y a pas de compétences. Et sans compétences, il n'y a pas de progrès, tout simplement. 5e chose que tu dois absolument faire avant de faire ta première acquisition, et c'est là la moins intuitive, mais la plus importante, c'est de définir ta stratégie de sortie. Qu'est-ce que c'est que la stratégie de sortie? C'est pourquoi est-ce que j'achète ce bien et qu'est-ce que je veux faire avec? Que ce soit de le revendre, que ce soit de le refinancer, que ce soit de le léguer à mes enfants. Tout ce qu'on fait à travers l'immobilier
doit être basé sur la stratégie de sortie. On n'achète pas pour acheter. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de sortie? C'est comment est-ce qu'on va sortir de ce bien pour passer au bien d'après. Et sortir de ce bien ne veut pas forcément dire le vendre, ça peut vouloir dire le refinancer pour aller rechercher l'argent qui a été injecté, pour l'injecter dans le prochain bien. Ça peut être de le vendre pour aller prendre son profit et l'acheter plus gros. Ça peut être juste de le laisser comme ça et de tranquillement l'apprécier au fil du temps et ensuite de le transférer dans une compagnie qui va ensuite être transférée à ses enfants. Mais la clé quand on investit en immobilier, c'est bien de comprendre qu'il faut avoir une stratégie de sortie qui doit être définie avant même de faire l'acquisition. Le vrai travail d'un investisseur immobilier commence après l'acquisition, mais ce travail ne peut avoir lieu que s'il avait été préparé et anticipé avant l'acquisition. Alors très important, si tu veux faire un achat, tu dois te poser la question de savoir quelle est ma stratégie de sortie. Comment est-ce que je sors de là? Comment est-ce que je passe à la suite? Parce qu'on va se le dire, ce n'est pas avec un bien immobilier que tu vas devenir riche, mais avec un parc immobilier. Et comment est-ce qu'on monte un parc immobilier? Ben, c'est un bien à la fois en ayant la bonne stratégie d'entrée, mais surtout la bonne stratégie de sortie pour passer au bien après. Voilà, ça fait le tour de ce que je voulais te partager. Si tu as aimé ces vidéos, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci. Je te dis à une prochaine. Salut!